Bon, donc je vais essayer de vous partager où on en est sur la compréhension de est-ce qu'il y a des accumulations d'hydrogène dans le sous-sol et est-ce qu'on peut les produire. Donc c'est un sujet qui est apparu dans le décor ces dernières années. Comme vous le savez, l'utilisation de l'hydrogène est en croissance parce que on s'est rendu compte qu'il y a des pans de l'énergie qu'on avait du mal à décarboner avec l'électricité et des fois il y a besoin d'une flamme, donc l'électricité ça a ses limites et donc on aurait besoin d'un fuel. On parle beaucoup de la mobilité hydrogène, mais en fait, la plupart des gens qui font de la prospective ne pensent pas du tout que l'utilisation de l'hydrogène pour la mobilité légère en particulier, ce soit la panacée. Mais on a actuellement un hydrogène qui vient essentiellement du méthane, CH4, on casse la molécule, ou du charbon, et puis en by-product des hydrocarbures liquides de façon générale. Donc quand on a dit ça, ça veut dire que la fabrication actuelle de l'hydrogène produit pas mal de CO2. Donc si on trouvait d'autres moyens de faire de l'hydrogène, ce serait pas mal déjà pour notre empreinte carbone. Alors l'hydrogène, c'est à peu près la molécule la plus simple et c'est ce qu'il y a de plus abondant dans l'univers. C'est 90% du nombre d'atomes dans l'univers et 93% par exemple sur le système solaire, sur le Soleil. Mais sur Terre, on en a beaucoup moins quand même, en partie parce qu'on l'a perdu. La gravité de la Terre ne permet pas trop de garder un hydrogène gazeux autour. Mais on va voir qu'il nous en reste un peu. Alors, sur la fabrication de l'hydrogène pour l'industrie, actuellement, je vous disais, c'est beaucoup à partir de steam methane reforming ou du charbon, etc. Il y a d'autres techniques à partir du méthane. On peut utiliser des torches plasma ou des micro-ondes pour casser la molécule de méthane sans rajouter d'eau. Donc, ça évite de faire du CO2. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, en particulier là, près de Nice. Mais évidemment, on peut aussi utiliser des électrolyseurs. Et puis, il y a l'hydrogène naturel. Alors, actuellement, quand on fabrique de l'hydrogène à partir du steam methane reforming, donc pour casser la molécule de méthane en chauffant et en rajoutant de l'eau, en gros, un tiers du prix, c'est le gaz, un tiers du prix, c'est l'électricité, l'énergie pour le chauffer, et puis un tiers, il faut nettoyer à l'arrivée pour avoir de l'hydrogène pur. Et donc, si on arrive à produire un gaz qui est dans le sous-sol au même prix qu'on produit l'hydrogène naturel, on va éviter cette deuxième phase. Il faudra certainement le séparer si on trouve des mélanges, mais on va avoir un hydrogène qui est moins cher que le moins cher. Donc, c'est pour ça que les gens, actuellement, essayent de rechercher cet hydrogène et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un problème sur l'hydrogène dit vert, donc qui sort des électrolyseurs avec de l'énergie renouvelable actuellement, parce qu'il est trop cher. Et donc évidemment, il faut travailler pour faire baisser le prix. Les chiffres actuels, c'est quand même l'hydrogène qui vient des électrolyseurs à partir de l'eau et sur de l'électricité verte, c'est 0,5%. Donc on a une grande marge pour toutes les technologies pour trouver de l'hydrogène bas carbone et pas cher. Au niveau de l'impact, au niveau du prix, ça c'est des chiffres très optimistes qui ont été sortis. Vous voyez un hydrogène vert autour de 5 $, 5 € là. Le vert actuellement, il est beaucoup plus cher que ça. Sur l'hydrogène dit géologique ou blanc, etc., on n'a pas beaucoup de recul, vu qu'il n'y a qu'un endroit au monde où il est produit actuellement, je vais vous en parler. Mais là où il est produit au Mali, il est plutôt à 50 centimes le kilo. Donc c'est évidemment hyper intéressant et hyper prometteur. Au niveau de l'impact de l'analyse du cycle de vie, le nombre de kilos de CO2 par kilo d'hydrogène, quand on part à partir de méthane ou de charbon, c'est moyen. Quand on stocke le CO2 qu'on produit, c'est mieux. Et puis l'hydrogène géologique,
dès le départ, il est a priori bien meilleur. Alors, le fait que la Terre produise de l'hydrogène, on le savait depuis un moment. Ici, vous voyez une carte où, en rose, ce sont des émanations d'hydrogène qui étaient connues. Et puis en vert, c'est des émanations de méthane abiotique. Le méthane abiotique, c'est celui qui sort de Fischer-Tropsch quand on met de l'hydrogène et du CO2. Et donc, avec cette carte, elle était connue depuis très longtemps, mais personne n'avait vraiment envie de chercher des grandes quantités d'hydrogène décarboné il y a 10 ans. Maintenant, le marché est là. Et donc, il y a une reprise de toutes les connaissances qui étaient, et en particulier de l'hydrogène au milieu des océans. Et donc, en quelques années, on est passé d'un sujet qui était pour les académiques à un sujet qui est pour les industriels. Donc ça, c'est le forage initial au Mali. Ça, c'est un forage en Australie qui avait trouvé de l'hydrogène en 1930, mais à l'époque, personne ne s'y intéressait. La compagnie Gold H2, qui travaille ici, a repris la zone autour et a foré depuis là où ils ont trouvé de l'hydrogène. Ça, c'est la Lorraine, je vous en parlerai après. Et puis aux États-Unis, donc il y a eu depuis 5 ans maintenant des puits aux États-Unis qui cherchent de l'hydrogène. Et puis, ça c'est une centrale thermique, géothermique en Islande, et dans ces vapeurs, il y a aussi de l'hydrogène. Alors, dès qu'on parle de sous-sol, on a besoin d'argent pour forer, et ce qui est intéressant aussi maintenant pour ceux qui croient en l'hydrogène naturel, c'est que les grands financiers commencent à y croire aussi. Donc un peu le premier, ça a été Breakthrough Energy, qui est le fonds d'investissement de Bill Gates, qui a mis de l'argent dans une boîte qui s'appelle Coloma, qui ensuite a monté. En France, nos startups, elles peinent à trouver 200 000 euros, mais lui, il a tout de suite mis 60 millions dans Coloma. Maintenant, Coloma doit avoir 350 millions. Mais récemment, Breakthrough Energy a aussi investi dans une start-up en France qui s'appelle Montel 8. Donc, voilà, il y a une croissance de l'écosystème. Alors, on est entre scientifiques là. Pourquoi il y a de l'hydrogène sous terre et pourquoi c'est une nouvelle ressource? Ici, vous voyez ce petit film là, c'est pris d'un sous-marin au milieu de l'Atlantique. Quand les continents s'ouvrent et qu'on crée un océan, arrivent proche de la surface des roches qui viennent du manteau, qui sont riches en fer, qui n'ont jamais été en contact avec l'oxygène de leur vie, et elles vont s'oxyder et réduire l'eau. Et au milieu des océans, il y a donc ce que nous on appelle des ventes, avec, donc ça peut être soit des fumeurs blancs, soit des fumeurs noirs en fonction de la quantité de soufre, mais globalement, il sort des gaz chauds, et dans ces gaz chauds, il y a entre 50 et 70% d'hydrogène. Donc ça, c'est tous les points roses qu'on voyait au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique que je vous ai montré avant. Alors, et quand on fait le calcul de ces quantités, et c'est des choses sur lesquelles, par exemple, Bruno Goffet alertait déjà il y a 15 ans, quand on fait le calcul du nombre de mètres cubes qui sortent par an, en fait, avec la ride médio-atlantique x3, donc ça fait quand même moins que les rides médio-océaniques de toute la planète, ça suffit aux besoins de tout le monde sur l'hydrogène. Donc on a des émanations et aujourd'hui ça se perd, ça s'en va dans l'atmosphère. Alors pourquoi? Quelle est la réaction? En fait, c'est une oxydation, une réduction de l'eau et une oxydation. Dans les roches mantéliques, il y a ce qu'on appelle de l'olivine, avec du fer, donc non oxydé, en contact avec l'eau, il va s'oxyder et réduire l'eau. Ça va donner aussi de la magnétite. La roche hydratée, ça s'appelle de la serpentine. Ça fait une espèce de... c'est pas du carbonate, mais ça ressemble. Ça s'appelle la brouchite, et puis ça libère l'hydrogène. Donc ça se fait de façon rapide à haute température, et c'est une réaction qui est assez connue. Après, il y a d'autres types de roches avec de la silice, du manganèse et du fer qui sont un peu différentes et qui, en fonction du pH et de la température, réagissent plus ou moins de la même façon. Vous voyez qu'un des by-products de cette réaction, c'est la magnétite. La magnétite, vous avez encore 3 oxydes de fer. Et dans ces oxydes de fer, en fait, ce n'est pas que du fer 3+, il y a encore du fer 2+. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut continuer à s'oxyder. Bon, ça, c'est une petite blague, mais
Une fois, j'étais sur le terrain et je n'avais pas emmené les appareils qu'il fallait, donc j'ai juste acheté un aimant. Et maintenant, c'est notre totem. Et quand on va sur le terrain, on se balade toujours avec ce petit aimant pour voir s'il y a de la magnétite dans les roches. Et ça nous permet de sélectionner celles qu'on va analyser derrière. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la vitesse de ces réactions ? On peut les étudier en laboratoire. Donc là, vous voyez des petits tubes d'or. On utilise l'or pour faire STOM, mais surtout parce qu'il ne réagit pas avec l'hydrogène. Là-dedans, on met un peu de poudre riche en fer. On met de l'eau, on scelle, on le laisse dans un autoclave pendant quelques semaines. Ensuite, on perce. Là, vous voyez le tube d'or, on est en train de percer. Et on analyse le gaz. Donc ça nous donne une idée de la cinétique de ces réactions. Et on a des choses qui ressemblent à ça. Alors, là, vous avez la température. Donc on est à haute température. En vert, c'est les roches qui viennent plutôt de la lithosphère océanique ou du manteau. Et là, la taille des ronds, c'est le nombre de semaines ou de mois que la roche a passé dans son petit tube. Et vous voyez qu'à assez haute température, là on est entre 200 et 300 degrés, on va générer, et là c'est la quantité d'hydrogène qu'on génère par kilo de roche en échelle logarithmique. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont assez basses, à basse température ne donnent pas grand-chose. Tous ces points verts, ils étaient connus depuis longtemps, et les travaux qu'on a faits ces derniers temps ont permis de rajouter des points à basse température. Donc là, on est à 80 degrés. Et je vais vous expliquer dans quel contexte. À 80 degrés, en 4 semaines, on fait de l'hydrogène en laboratoire. Donc par rapport à la discussion fossile, renouvelable, etc., on est sur des cinétiques rapides à assez basse température, à tel point qu'il y a aussi des gens qui se disent prenons les déchets des laitiers, on rajoute un peu d'eau chaude dessus, et puis on va faire et de la nanomagnétite et de l'hydrogène. Les réactions qui génèrent l'hydrogène, donc là je viens de vous parler de la serpentinisation, c'était la plus connue depuis longtemps. Il y a d'autres oxydes de fer ou de carbonate de fer qui peuvent s'oxyder. De façon générale, l'hydrogène qu'on va récupérer à la sortie vient de l'eau. Vous voyez que là, même si vous ne lisez pas les réactions, il faut de l'eau et il faut casser la molécule d'eau ou la réduire d'une façon ou d'une autre. Donc beaucoup, c'est de l'oxydoréduction. Après, il y a la radiolyse. La radiolyse, c'est la radioactivité naturelle des roches. S'il y a une molécule d'eau qui passe par là, ça va la casser et on va là aussi générer de l'hydrogène. Et ça a été bien décrit, à proximité des mines d'uranium et autres, mais aussi autour de tous les cratons, là où il y a des granites, etc. Et puis, vous avez la friction sur les plans de faille. Donc là, pareil, pendant les tremblements de terre en particulier, avec la friction, on peut casser la molécule d'eau. C'est utilisé par les sismologues pour suivre l'activité des failles. Personne ne cherche des accumulations basées sur ce système, parce que si l'hydrogène il est généré dans la faille, il va s'échapper dans la faille. La probabilité pour qu'il s'accumule nous paraît assez faible, et les quantités aussi assez faibles. Après, il y a d'autres réactions qui vont impliquer l'H2S ou le NH3, qui consistent aussi à casser ces molécules. On sait que ces réactions existent. Je ne connais aucune compagnie qui fort en cherchant sur ces réactions. Et puis, il y a la maturation tardive des roches-mères, j'y reviendrai. Vous savez que quand on chauffe du charbon, on génère un gaz de synthèse qui contient à 50% de l'hydrogène. Donc, si nous, on est capable de le faire en surface, la nature doit le faire tout seul aussi. Voilà. Et là, vous voyez les cartes de où sont ces roches. Alors, aller chercher de l'hydrogène au milieu de l'Atlantique, au niveau économique, ça risque de ne pas passer la rampe. Donc, on regarde plutôt là où les roches océaniques sont maintenant à terre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des ophiolites. Et vous avez, par exemple, la plus célèbre, c'est celle d'Oman, où on a un ancien bord, on nous a parlé de la Thétis hier, un ancien bord d'un océan qui est passé au-dessus du continent. Il y a ça aussi en Nouvelle-Calédonie.
mais entre autres, donc c'est tous les points rouges que vous voyez. Donc, c'est des roches qui sont très riches en olivine, en dunite, etc., mais il n'y a pas des très grandes surfaces. Après, ici, vous voyez les roches dans lesquelles il y a du fer, qui sont des roches d'origine sédimentaire ou intrusive. Donc, intrusive, ça va être des granites qui sont mis en place, et puis sédimentaire, je reviendrai là-dessus, on a aussi des sédiments qui sont riches en fer. Ici, vous avez les endroits où il y a de l'uranium et d'autres roches riches en éléments radioactifs. Donc, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Canada, vous avez le Kazakhstan, etc. C'est des endroits qui sont connus pour d'autres choses. Et là, vous avez les grandes mines de charbon au monde, avec l'Australie, pas mal en Chine, hein, c'est le premier producteur. Il y a des réserves aux États-Unis et en Russie, mais ils produisent moins que la Chine et l'Inde actuellement. Donc, ce n'est pas que tout le monde va en avoir de l'hydrogène naturel, mais comme il y a différentes réactions, on a un certain nombre de pays qui ont une probabilité non nulle d'avoir de l'hydrogène. Si on reprend roche-mère par roche-mère, enfin roche génératrice par roche génératrice, là vous voyez l'aride médio-atlantique, donc vous avez tous ces ventes-là, ces fumeurs sur l'aride qui crachent de l'hydrogène. En fonction de la vitesse d'ouverture de l'aride, le manteau arrive plus ou moins en surface, donc il y a plus ou moins d'hydrogène. Un des plus célèbres, c'est Lost City. C'est des choses qui étaient assez étudiées pour la naissance de la vie, parce que les gens ont vu qu'il y avait quand même une vie là, même si on était dans des conditions extrêmes et à 3 km d'eau, beaucoup de micro-organismes aiment bien l'hydrogène et donc venaient vivre là. Et puis vous voyez l'Islande. L'Islande, ça émerge parce qu'il y a un point chaud, c'est-à-dire des roches chaudes qui viennent de très profond dans la Terre, qui arrivent en surface, donc du manteau inférieur. La tectonique des plaques, ça se passe au-dessus, et on appelle ça des points chauds parce qu'ils sont beaucoup plus stables que les plaques qui leur passent au-dessus. Actuellement, il se trouve que, par hasard, on a un point chaud en Islande qui est au même endroit que l'aride médio-atlantique. Donc l'aride médio-atlantique, qui normalement est sous l'eau, parce que même s'il arrive du matériel chaud, le matériel chaud, c'est plus léger que le matériel froid, et donc ça fait des reliefs sous-marins. Hein, là, vous voyez, c'est un peu plus clair que là, mais ça ne suffit pas à émerger. Mais au niveau de l'Islande, comme on a ce matériel chaud qui arrive en très grande quantité, eh ben, ça fait une île. Après, l'Atlantique est en train de bouger, le point chaud, il ne bouge pas. Donc on a déjà, au niveau de l'Islande, le point chaud qui n'est plus tout à fait sur la ride. Et puis dans quelques millions d'années, le point chaud, vous voyez, il sera un peu plus à l'est. Et puis la ride, elle va reprendre sa vie normale. Mais donc, en Islande, on peut observer ce que normalement on trouve sous l'eau. Et dans toutes les centrales géothermiques d'Islande, il y a il y a pas mal d'hydrogène en même temps que la vapeur d'eau. On observe ça aussi sur le rift est-africain. Ici, c'est un de mes ex-thésards et on est ensemble actuellement, sur cette image, on est en Éthiopie. Et vous avez la mer Rouge, le golfe d'Aden, le rift est-africain. Tout ça, ça s'ouvre, il y a du matériel profond qui arrive en surface, il peut s'oxyder et il peut générer de l'hydrogène. Il y a des complications avec la pyrite et tout ça, mais c'est des endroits où, d'un point de vue production, on peut penser à une production mixte avec à la fois de l'électricité dans les centrales géothermiques et en séparant de l'hydrogène à côté. Voilà. Après, tous les gens qui ont des process industriels qui marchent bien, par exemple une centrale géothermique, leur dire il faut l'arrêter quelques mois pour rajouter des trucs. Voilà. Ils attendent d'être sûrs que ça va leur rapporter de l'argent. Mais de fait, il y a quelques pourcents d'hydrogène dans toutes ces vapeurs d'eau. Après, les endroits où les roches océaniques sont en train de se créer, mais sont assez âgées et se retrouvent à terre, c'est donc ce qu'on appelle les nappes ophiolitiques dans le cas des obductions. Donc il y en a qui sont très célèbres en Oman, aux Philippines, en Nouvelle-Calédonie, en Turquie. Si vous vous souvenez l'équation que j'ai mise tout à l'heure dans la réaction,
on faisait de la magnétite et de la bruchite. Donc ça, c'est de la bruchite en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a de l'hydrogène qui sort de terre. C'est assez connu. Ils sont même en mer. Alors, en général, dans ces coins-là, les gaz qui sortent, c'est des mélanges avec de l'azote, de l'hydrogène. Des fois, il y a aussi du CO2, et puis des fois, il y a du méthane qui, en général, est abiotique. Le film s'est arrêté là, mais là, on est aux Philippines, et c'est un endroit où il y a de l'hydrogène qui sort. En fait, on ne voit rien parce que la flamme de l'hydrogène, elle est transparente, mais si vous vous approchez avec des brindilles, ça va enflammer immédiatement les brindilles, et donc vous voyez la flamme parce que les brindilles... c'est une photo qui m'a été donnée par les collègues de l'IFP, Éric Deville, et ils étaient dans la zone et ils savaient qu'il devait y avoir des choses, et ils se sont brûlés et ils ont vu qu'il y avait ça. Hier aussi, pareil, on a parlé de qu'est-ce qui peut faire baisser le CO2 dans l'atmosphère. Ici, vous voyez du blanc. Là, on est en Oman. Ce blanc, c'est des carbonates. Ce n'est pas de la pollution, etc. C'est une roche. Et cette roche, donc les carbonates, c'est CaCO3. Et donc, il faut du CO2 et il faut du Ca. Le Ca, ça le prend un peu. Et puis, il faut les bonnes conditions. Et en fait, ces roches, selon les endroits, hein, si vous allez en Italie, vous avez des travertins partout. Donc les travertins, c'est une roche chimique, donc ce n'est pas de l'érosion, ce n'est pas de l'intrusion, etc. C'est dans des conditions où ça va précipiter au fond de l'eau, ou en surface de l'eau, là. Et quand on fait l'analyse du carbone, du CO2, là, qui a été chopé dans cette roche, c'est le CO2 de l'atmosphère. Donc on est capable de faire de la carbonatation avec le CO2 de l'atmosphère dans des conditions de surface. Donc en Oman, où moi j'ai travaillé ici, là, c'est le nord des ophiolites du Sémaï, dans un petit émirat qui s'appelle Rak, qui est au nord de Dubaï. Et vous voyez ces carbonates qui se posent en surface. Ici, c'est un endroit où il y a de l'hydrogène qui bulle, et vous voyez le même petit ruisseau à côté. Il ne se passe rien parce qu'on n'a pas le même pH, il n'y a pas de carbonatation. Donc les gens réfléchissent dans ces zones à essayer de trouver des endroits où on pourrait en même temps faire du stockage minéral de CO2 et de la production d'hydrogène. Bon, je ne vous garantis pas que ça va marcher, parce que quand on regarde les cinétiques et les températures optimales pour faire de la carbonatation et pour faire de l'hydrogène, ce n'est pas exactement les mêmes. Mais il y a beaucoup d'essais dans cette direction. Donc, les ophiolites, la roche océanique, au moment où elle se forme au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, ou où est-ce qu'elle veut, il va y avoir un taux de serpentinisation, mais en fait, il reste toujours, ce n'est pas 100%. Il reste du fer qui est toujours sous forme de plus, et un peu plus tard, il va se retrouver dans les bonnes conditions de température et de pression, et se réoxyder. Ou la magnétique qu'on a formée, je vous ai dit la magnétique, il y a encore du fer de plus, il y a un fer 2 plus et 2 fer 3 plus, et lui aussi, ils peuvent se réoxyder à basse température. Et c'est ce que tout le monde observe actuellement en Oman, c'est qu'il y a eu une serpentinisation à haute température au moment où on a ouvert le paléo-océan, et il y a actuellement une serpentinisation, et donc une génération d'hydrogène à basse température. Ici, on est toujours dans des ophiolites, mais on est au Célèbes, donc en Indonésie, et vous voyez un flux d'hydrogène qui sort actuellement. Donc vous voyez, on n'est pas très profond, hein, vous voyez le niveau de la mer au-dessus. Et c'est un collègue indonésien qui m'a donné cette vidéo. Et le flux, là, ce gaz, ce n'est pas 100% de l'hydrogène, encore une fois, il y a toujours un peu d'azote et de méthane, mais on est entre 20 et 36% d'hydrogène. Il a fait des calculs, parce que la quantité qui sort constamment est quand même assez importante. Je vous ai dit que le méthane, on savait assez bien quand c'était du méthane abiotique. Alors, j'ai montré pas mal de réactions qui pouvaient faire de l'hydrogène. On peut se poser la question, est-ce que on a les éléments pour savoir, quand on trouve de l'hydrogène, de quelle réaction il vient?
Là, vous avez le delta C13 comme on l'utilise classiquement en géochimie organique. Du méthane biogénique, on le reconnaît assez facilement. Vous voyez, il est vers moins 50. Celui qui vient de la maturation classique de la matière organique, le pétrole, le charbon, il va être autour de moins 25. Et puis, le méthane abiotique, donc il va garder un peu la signature du CO2 qu'il a créé, donc il est plus de ce côté-là. Après, ce qui est bien avec les géochimistes, enfin en tout cas organiques, c'est qu'ils nous disent qu'ils peuvent séparer les choses, mais en fait après leur patate, elles se recouvrent toujours, donc il y a toujours une ambiguïté. Mais on voit là, par exemple, bon, ici c'était le delta C13 et ici c'est l'isotope de l'hydrogène. Donc on peut reconnaître le microbial, le thermogénique et puis tout ce qui vient de phénomènes plutôt abiotiques. Mais des fois, on est dans des zones d'ambiguïté. Sur l'hydrogène, on aimerait bien, mais malheureusement, ça ne marche pas. L'hydrogène, il a la mauvaise idée de se rééquilibrer en fonction de la température. Et donc, quand on regarde l'isotope de l'hydrogène, ça nous dit à peu près, si on, par exemple, on vient de la radiolyse ou d'une production microbienne, mais ça ne nous dit absolument pas quel type de réaction, quand on est dans le sous-sol, l'a formé. Il va se rééquilibrer avec l'endroit où il a passé du temps, et donc en général, ça nous donne la température du réservoir. Alors il y a des gens évidemment qui sont allés vers les clumps, pour voir si on pouvait en dire plus, mais pour l'instant, il n'y a aucune publication intéressante, enfin conclusive, pour nous dire, voilà, vous avez votre hydrogène, est-ce qu'il vient de telle ou telle réaction? Mais on continue à travailler. Alors après, si on parle un peu de la France, vous avez certainement entendu parler qu'en France, donc l'hydrogène a été mis dans la loi du sous-sol fin 2022, après qu'on ait pas mal ramé pour ça. Et il y a des compagnies qui se sont créées et qui ont demandé des permis d'exploration. Même avant qu'il soit dans la loi, il y avait certaines régions qui s'étaient posé la question. Il y avait eu des thèses un peu vraiment pionniers sur la zone des Pyrénées, d'ailleurs financée par Total, et puis il y avait le Normal Lyon et l'ISTER à Grenoble qui étaient bien impliqués là-dedans. Et au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a un consortium qui s'est créé avec l'UPPA, le BRGM, CVA, c'est une boîte de services, Engie et 45.8, et on a fait une évaluation globale de toute la Nouvelle-Aquitaine. Bon, après, les gens savaient déjà qu'il y avait des choses par là, et les premiers permis ont été pris dans le Forland pyrénéen. Mais il y a aussi un permis qui vient d'être pris par ici. Donc 45.8, c'est une start-up qui regarde pour de l'hélium dans la Nièvre, aussi dans le Jura, et qui a maintenant 2 permis à hydrogène en France et qui a aussi un permis d'hélium en Allemagne et un permis hydrogène au Kosovo. Voilà. La plupart de ces startups-là qui regardent sur l'hydrogène, évidemment, Engie n'est pas une start-up, mais CVA, TBH2, Mantle Age, je vais vous en parler, ont toutes été créées par des anciens de Total qui n'étaient pas forcément en phase avec ce que la direction pensait de l'hydrogène naturel. Alors pourquoi on trouve de l'hydrogène dans les Pyrénées? Donc ça, c'est extrait de la thèse de Nicolas Lefebvre. Les Pyrénées, donc c'est une montagne, mais avant c'était une zone qui était hyper étendue entre l'Espagne, enfin, la plateforme ibérique, et l'Europe. Et quand on étend, on amincit la croûte et le manteau, il a tendance à remonter. On peut prendre dans l'autre sens, c'est le manteau qui remonte et il va étendre la croûte. Mais donc c'est une zone qui a été hyper étendue, mais qui n'est jamais passée en phase océanique. Et puis ensuite, du fait de ce qui se passait ailleurs, on est passé en domaine de compression et non plus en domaine d'extension. Et tout ça s'est retrouvé coincé et le manteau, il est resté assez proche de la surface. Assez proche, donc on est vers 8 km.
Et donc, ça suffit pour que l'eau arrive en contact avec ce manteau et que la serpentinisation soit active aujourd'hui. Et l'hydrogène, donc ça c'est le modèle qu'on a tous en tête, hein, et l'hydrogène, eh ben, il va chercher à remonter aussi bien du côté français que du côté espagnol, et c'est là que les gens vont le chercher. Donc ça veut dire la faille frontale nord-pyrénéenne, et quand on va sur le terrain, on trouve beaucoup d'anomalies d'hydrogène là où ces failles ressortent. Et donc c'est là que les gens ont pris des permis. Alors, vous voyez, ça c'est une carte d'anomalie d'hydrogène dans le sol. Donc on parle en ppm. Vous voyez qu'on obtient des valeurs, ce n'est pas une échelle linéaire, hein, on finit à 305, mais c'est quelque chose qui a été fait il y a quelques années, donc on était dans du systématique et on n'avait pas encore en tête tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Vous voyez tous les points rouges. Il a fait des mesures un peu partout et il a vu qu'il y avait des clusters où il y avait des points plus hauts et que ça allait bien avec la faille nord-pyrénéenne, justement. Et les permis, ils se sont mis un peu au sud de là, puisqu'il ne s'agit pas d'aller chercher les fuites. Hein, ce qu'on trouve sur les failles, c'est des fuites, mais d'aller chercher où est-ce qu'il pourrait y avoir des accumulations en dessous. Et là, vous voyez, bon, c'est des zones où quand même il y a eu de l'exploration pétrolière il y a quelques années. Lac, ça a été quand même un très très grand gisement qui a fait le gaz de la France pendant longtemps. Donc il y a un peu de lignes sismiques. Donc on a la partie mantélique en profondeur et puis les failles qui vont toucher cette partie. Et vous voyez la partie rose qui a l'air d'être un peu molle. Donc en effet, c'est mou parce que c'est du sel. Le sel, c'est une roche qui est bien imperméable pour l'hydrogène. Donc les gens vont chercher plutôt à aller trouver une accumulation sous le sel pour qu'elle ait des chances de ne pas fuir. Et voilà. Donc ça, c'est le premier permis qui s'appelle Sauveterre qui a été pris par TBH2. Aussi Et puis les deux autres permis, ils ont été pris par un consortium entre 45.8 et Storengy, et ils sont juste à côté du permis Sauveterre. Puis il y en a un autre dans les Landes, qui est plus au nord et plus vers la côte, et qui s'est positionné, bon là c'est un petit peu un autre contexte géologique, mais qui s'est positionné autour d'un puits qui avait trouvé de l'hydrogène il y a quelques années. On est dans la phase exploration actuellement, donc les gens maintenant qu'ils ont le permis, ils vont faire des acquisitions de géophysique pour imager le sous-sol. Ça, c'est une vue optimiste. On a un anticlinal, on a quelque chose qui s'est accumulé en dessous. Et puis, donc, ils vont voir s'il y a un objet comme ça qu'ils peuvent forer. S'il n'y a pas, ils ne vont pas forer. Et sinon, ils vont forer en espérant trouver. Les PER, donc, c'est les permis exclusifs de recherche qui sont donnés par la DGEC pour une période de 5 ans qui sont éventuellement renouvelables. Et puis, si on trouve, ensuite, on a le droit de demander un permis de production qui, lui, est pour 25 ans. À tout moment, on est en France, hein, vous avez une épée de Damoclès, que les politiques changent et qu'on vous arrête tout, etc. Et puis, la DGEC, donc Paris, donne les permis d'exploration, mais ensuite les permis pour tout ce qui est activité, c'est donné par le préfet. Et ces deux entités peuvent avoir des visions différentes de ce qui est bien de faire et pas faire. Mais on n'est pas les seuls comme ça. En Espagne, il y a un puits qui s'appelle Monzon, qui a été déjà d'ailleurs foré par Elf Aquitaine, et qui avait trouvé de l'hydrogène presque pur à 4 km de profondeur il y a déjà une cinquantaine ou soixantaine d'années. Et donc il y a une compagnie qui s'appelle Helios qui a repris le permis autour de ça. Donc on est au sud des Pyrénées, et là aussi où les failles vont émerger et peuvent transporter un hydrogène qui est fait vers 8 km de profondeur là, et qui va sortir là. Bon, c'est pas plus simple qu'en France parce que en Espagne, vous avez les régions et Madrid. Des fois, elles ne sont pas du même bord politique. Et les mines sont gérées par les régions, le pétrole est géré par Madrid, et donc ils se renvoient la balle pour savoir s'il faut mettre l'hydrogène du côté des mines ou du côté du pétrole. Et cette pauvre compagnie, malgré tout le bruit qui a été fait dans les journaux, etc.,
ils sont obligés de remettre leur forage continuellement depuis 3 ans parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les permis. Ils sont dans un vide juridique. En fait, je crois qu'ils auraient le droit de forer, mais ils ne sont pas sûrs d'avoir le droit de produire s'ils trouvent. Donc, mettre 12 millions sur la table comme ça leur paraît un peu risqué. Le système, il est le même système hydrogène. Hein. Au niveau de l'Europe, vous avez aussi sur la chaîne des dinarides et des hélénides beaucoup d'autres ophiolites, donc ces roches océaniques, qui se retrouvent maintenant à terre et qui peuvent générer de l'hydrogène. Et donc sur le Kosovo ou en Albanie, il y a des papiers de truche là qu'on trouvait de l'hydrogène en quantité intéressante dans des mines en Albanie. C'est plutôt la même chose qu'en Oman, c'est-à-dire des ophiolites assez proches de la surface qui peuvent s'oxyder à basse température actuellement. Au niveau des Pyrénées, hein, c'est haute température, plus en profondeur, et c'est directement le manteau. Ce n'est pas le seul endroit où on cherche ça. Ici, c'est la Colombie. En Colombie, vous avez toute la partie ouest de la Colombie, qui est ce qu'on appelle des zones accrétées. Donc là, c'est le continent sud-américain. Et progressivement, il y a une subduction du Pacifique sous toutes les Andes, mais de temps en temps, ils traînent des bouts qui n'ont pas envie de subducter et qui viennent s'agglutiner sur le continent. Donc toute cette partie-là, à partir de la cordillère centrale en Colombie, ce sont en partie des roches océaniques qui peuvent générer de l'hydrogène actuellement. Et de fait, on en trouve pas mal. Ici, vous voyez une anomalie de végétation dans un champ de maïs, en l'occurrence. Et ce type d'anomalie de végétation, je vais vous en montrer d'autres, c'est des preuves en général, des preuves d'échappement d'hydrogène. Ne me demandez pas pourquoi l'hydrogène embête les plantes, mais c'est un fait. On parlait des couleurs de l'hydrogène. Donc l'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène qui se génère comme ça naturellement dans le sous-sol. Vous avez des gens, en général américains, mais pas que, qui se disent « si la nature fait ça, autant amener moi-même l'eau sur la bonne roche à la bonne température et ça va générer de l'hydrogène. Comme ça, je n'ai pas besoin de me demander s'il a été fait il y a 1 million d'années ou aujourd'hui. Enfin, je le fais. » Bon, vous savez que les gaz de schiste ont été quand même une grande révolution pour les États-Unis, qui est passé de premier importateur à premier producteur. C'était comme, du point de vue géopolitique, ça a eu des impacts. Donc, ils se sont dit, pour l'hydrogène, on pourrait essayer de faire pareil. Enfin, ce n'est pas pareil, hein, puisque quand vous faites de l'injection pour les gaz de schiste, il s'agit de récupérer un gaz qui est déjà formé et qui n'a pas réussi à sortir de la roche-mère. Là, il s'agit de générer de l'hydrogène en mettant de l'eau dans la roche qui veut bien faire de l'hydrogène. Par exemple, ça a été aussi étudié en surface. Il y a des publications sur les déchets de mines en Nouvelle-Calédonie, en mettant de l'eau en surface sur le déchet de la mine au moment où il n'est pas encore complètement refroidi. Et de fait, d'un côté, on fait des carbonates et de l'autre côté, on fait de l'hydrogène. Donc, ça peut être des processus de surface. Les Américains, ils n'ont pas forcément la roche qui va bien chez eux. Donc, ils ont fait une entente avec le gouvernement d'Oman, toujours ces ophiolites en Oman, pour aller mettre de l'eau et puis voir ce qui se passait. Et justement, la semaine dernière, il y avait un congrès à Londres et Alexis Templeton, qui vient de Colorado School of Mines, a montré les résultats de son premier test là-bas. Donc, ils ont fait un petit forage, ils ont mis de l'eau, sont rentrés tranquillement aux États-Unis, ils sont revenus 1 an après et il y avait de l'hydrogène, de fait, assez pur et en quantité non négligeable. Donc, voilà. C'est des réactions quand même qui sont assez rapides et qui peuvent être ciblés de ce point de vue-là. Bon, évidemment, en Europe, il n'est pas du tout question de ça. Personne ne songe à envoyer de l'eau dans le sous-sol et vraisemblablement, ce serait interdit si on commence à en parler. Donc ça, très rapidement, ce que je viens de vous montrer, c'est l'hydrogène qui vient de la serpentinisation au sens large, donc réduction de l'eau par une roche mantélique ou océanique riche en fer. Et on peut regarder ça soit au niveau de l'ouverture des rifts, soit au niveau des compressions qui impliquent des roches qui ont été avant au fond des océans.
voilà, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait vraiment que c'était la réaction qui faisait l'hydrogène, et donc ça a été la plus étudiée. Maintenant, une ophiolite, ce n'est pas le meilleur endroit pour trouver un réservoir et une couverture. Donc on peut se poser des questions sur comment ça va finir au niveau industriel, ces approches. Après, vous voyez là, cette première réaction, bon, c'est un oxyde de fer banal. On peut aussi avoir des carbonates de fer, donc des contextes beaucoup plus continentaux, et donc possibilité d'avoir des roches réservoirs avec une porosité plus intéressante. Alors au Mali, donc c'est le seul endroit où actuellement il y a une production d'hydrogène naturel. Il y a des gens, il y a une trentaine d'années, qui cherchaient de l'eau dans un petit village. Ils ont foré, ils n'ont pas trouvé d'eau. Il y a quelqu'un qui a allumé une cigarette, il y a eu une explosion. Ils ont fermé, et puis ils ont allé chercher de l'eau ailleurs. Et des années plus tard, Monsieur Diallo, qu'on voit là sur la photo, qui avait une compagnie. Bon, donc c'est d'un côté un homme politique, de l'autre côté un entrepreneur. Il s'est mis à chercher des ressources dans son pays. Il a entendu parler de cette histoire. Ils ont réouvert le puits, ils ont vu qu'il y avait de l'hydrogène, et ils ont commencé à le produire. Comme c'était un village très pauvre où il n'y avait pas d'électricité à part quelques groupes électrogènes, ils l'ont brûlé dans une turbine au départ. Après, ils ont testé avec une fuel cell, puis sont revenus à la turbine. Cet hydrogène, il est à 98% pur, et donc ça permettait d'essayer la fuel cell même sans faire trop de frais avant. Au niveau géologique, on est dans un contexte protérozoïque avec de l'archéen en dessous. Donc, protérozoïque, c'est cette fin de période-là dont on nous a parlé hier et qui finit avec le néoprotérozoïque et les snowballers. On a des intrusions avec quelque chose qu'on appelle des dolérites. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va percer tout et qui arrive jusqu'en surface, qui sont un peu dues à l'ouverture de l'Atlantique, donc beaucoup plus récentes. Là, on parle en milliards d'années, et là, on parle en 150 millions d'années. Et le premier puits, il était sous cette dolérite, et en surface, il n'y avait pas du tout, il n'y a pas de fuite, mais sous la dolérite, il y a une accumulation. Donc après, les gens ont foré d'autres puits. Donc là, vous voyez un log, ce qu'on appelle du mud logging, c'est-à-dire que pendant qu'on fore, on est obligé de mettre de la boue pour lubrifier un peu l'affaire, et puis aussi pour ne pas avoir des remontées de gaz au cas où on arriverait sur une accumulation. Donc il faut que la pression de la boue, elle s'équilibre avec la pression qu'on va obtenir. Bon, quand on est à 100 mètres, ce n'est pas une affaire d'état, et de fait, les puits qui cherchent de l'eau, elles n'utilisent pas ces techniques, elles peuvent forer à air ou à eau, mais dès qu'on va profond, il faut de la boue et équilibrer les pressions. Et on regarde dans la boue qui ressort du puits quels sont les gaz dissous. Alors, ce n'est pas une mesure parfaite du gaz, mais vous voyez que en surface, il n'y avait pas d'hydrogène. Dans la dolérite, il n'y avait pas vraiment d'hydrogène. Et puis, quand on est arrivé en dessous, c'est des carbonates plus ou moins chauffés, donc plus ou moins transformés en marbre. On avait pas mal d'hydrogène. Donc, ça a montré ce que tout le monde niait avant, qu'il peut y avoir des couvertures pour l'hydrogène. Donc, il y a bien des roches qui arrêtent l'hydrogène et pas seulement le sel. Et puis, qu'on peut avoir des accumulations d'hydrogène. Hydroma, ils ont fait un super job, ils ont foré une vingtaine de puits. Certaines de ces carottes sont à l'IFP et ont été étudiées par Omar Maïga, il a fini, être un thésard, et avec, vous voyez, des logs de puits classiques. Là, vous voyez des images de puits où on est dans le réservoir, et c'est un marbre, en fait, et il y a des zones karstiques avec une assez bonne porosité, en fait, de type karstique. Donc, c'est difficile d'aller là-bas, il y a beaucoup d'armes, il faut des gilets pare-balles, etc. Donc, on n'y va pas. Mais il y a eu un énorme travail de fait, et vu qu'il a 20 puits et tout ça, Hydroma a fait certifier ses réserves au sens classique du terme, à plusieurs dizaines de TCF. Alors, on peut toujours critiquer, mais ce qui est sûr, c'est que ce champ,
Ça fait 12 ans qu'il est en production et la pression dans le réservoir n'a jamais baissé. Même des fois, elle augmente. Donc, c'est un réservoir très proche de la surface. Il est à peu près à 100 mètres de profondeur. Il est à 4 bars, donc ce n'est pas grand-chose. La production, ce n'est pas grand-chose, mais c'est à cause de problèmes politiques. Et on a une recharge en continu. Au niveau de là, d'où pourrait venir l'hydrogène, on a dans ce néoprotérozoïque des choses qu'on appelle des BIF, c'est des Bonded Iron Formation, et donc c'est des roches très riches en fer qui se sont déposées dans certains contextes que je vais discuter après. La Namibie, c'est aussi un endroit où on avait des suspicions d'hydrogène, de nouveau parce qu'on a du néoprotérozoïque, de l'archéen, et puis on a ce type d'anomalie de végétation. Donc là, vous avez une image Google Earth, et là, vous avez un SAVI, et ça, c'est le... Pardon. C'est quelque chose qui est lié à la poussière. Vous voyez ces choses-là, donc c'est des images sentinelles. Vous avez des anomalies de végétation qui sortent avec un anneau autour, et actuellement, systématiquement, on va les carter avant d'aller sur le terrain. Et en général, on trouve systématiquement de l'hydrogène lié à ces anomalies de végétation. Ce n'est pas toutes les anomalies de végétation, hein. Vous voyez ici la rivière, par exemple, qui aussi n'a pas de végétation, mais qui ne sort pas du tout de la même façon sur ce type d'image de traitement infrarouge. Au niveau de la Namibie, on a des choses qui ressemblent au Mali, avec des intrusions granitiques aussi, type dolérite, qui pourraient former la couverture, des roches néoprotérozoïques, des Bonded Iron Formation et de l'eau qui circule là-dedans. L'hydrogène, de temps en temps, il va s'échapper et on va le trouver sous forme de ces rondes sorcières ou SCD en surface. Et puis, de temps en temps, on espère qu'il pourrait s'accumuler dessous. Comment on travaille sur le terrain? Donc, on repère toutes ces anomalies de végétation avant d'y aller, et puis on y va avec notre petit capteur à hydrogène. On fait des trous dans le sol à 1 mètre de profondeur, on met une tige et on analyse l'air qui est dans le sol. Alors évidemment, c'est essentiellement de l'air, mais il y a aussi éventuellement du CO2, du méthane, de l'H2S et de l'hydrogène. Donc ça, les points, c'est les quantités d'hydrogène qu'on a trouvées en faisant nos mesures. Ça change tout le temps, puisqu'en fait, ce qu'on voit, c'est des émanations, hein, un peu comme le film que j'ai montré avant. Mais si on va loin, on n'aura que des points blancs, et si on va dans ces zones-là, eh ben, de temps en temps, il y a une bulle qui sort et qu'on peut... Donc on essaye de mieux utiliser ces données, qui sont des proxys, en mesurant la densité, la géométrie, etc. Ici, vous avez le Digital Elevation Model, donc vous voyez la profondeur, ici vous voyez la pente. C'est pas, par exemple, si vous avez une doline, donc c'est une dissolution des carbonates, ça va faire un trou, mais ça va faire un trou 20 mètres de profondeur avec des bords très raides. Donc on sait faire la différence entre tout ça. Ici, et puis Google Earth, c'est devenu un outil vraiment fantastique. Donc on peut carter ça. Ici, par contre, c'est des dolines, une en Espagne, une au Mexique. Vous voyez que les bords, ils ne sont pas du tout de la même façon, puis surtout la profondeur n'est pas du tout de la même façon. Ça, c'est un Fairy Circle au Brésil qu'on a monitoré pendant 2 ans. On a mis des capteurs pour voir le flux d'hydrogène qui sortait de là. Là, par exemple, c'est un des proxys qu'on peut employer. C'est le rapport entre le diamètre de ces anomalies de végétation et leur profondeur. Et on est autour de 1% quand on est lié à de l'hydrogène. Et sur les dolines, là, on est plutôt dans du 20%. Voilà, donc ça, c'est les calculs qu'on fait avec les anomalies de végétation pour préciser avant d'aller sur le terrain. Et de fait, ça s'avère un proxy très puissant pour préparer nos mesures. Évidemment, quand on va dans un pays aussi grand, bon là c'est le Brésil ou la Namibie, on ne peut pas aller faire des petites mesures partout. Là, vous avez le Minas Gerais au Brésil. Donc, on est de nouveau dans des domaines très anciens. Belo Horizonte, c'est un peu le centre des mines de fer au Brésil. Et ici, on a énormément de bifs, mais archéens.
Et là, au milieu, tous ces petits points rouges, jaunes et bleus, là, vous voyez des amalgames, mais il y en a des milliers. Ce sont des anomalies de végétation de type de celle-là. Là, vous voyez à quoi ressemble ce bassin, avec les âges des formations. Bon, peut-être vous ne voyez rien, mais il y a écrit 2 milliards d'années, 2,6, 2,7, donc des roches très anciennes. Alors, bon, on a vu dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'oxygène dans les océans. Et quand il n'y a pas d'oxygène, le fer, il est soluble dans l'eau. Et ensuite, quand on va changer le pH, la température et tout ça, il va se déposer au fond de l'eau. Et c'est pour ça qu'on peut concentrer le fer dans ces zones. Donc là, par exemple, à côté de Belo Horizonte, ça s'appelle le quadrilatère de fer. Donc ce n'est pas 1% d'hydrogène, de fer dans la roche, c'est 50% de fer dans la roche. Quand il y a beaucoup de fer, il y a aussi des anomalies magnétiques. Ici, vous voyez sur ce bassin un énorme dipôle magnétique qu'on cherche à comprendre. Cette structure-là, on l'a monitorée. Donc, on a mis des capteurs d'hydrogène. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait il y a 5-6 ans. J'étais encore NJ quand ça a été lancé. Il n'y avait pas de capteur d'hydrogène permanent et pas cher sur le marché. Donc, on l'a fabriqué en interne. Enfin, mes collègues l'ont fabriqué au Crygène. Et on a mesuré les sorties d'hydrogène après avoir mesuré que, bon, en passant par hasard, il y en avait. Et ça, c'est les premières données qu'on a sorties. Donc, on ne s'attendait pas du tout à ça. Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous avez une mesure toutes les heures. Là, vous avez minuit, midi, minuit, midi. Donc, l'hydrogène sort à midi, c'est clair. Il n'y a aucune raison que l'hydrogène soit fabriqué à midi. Et donc, on a cherché à comprendre. Enfin, comme on ne comprenait rien, on a publié ces données. Et d'autres nous ont proposé des explications. Là, vous voyez le nombre de capteurs. Après cette première manip, on avait 10 capteurs. On a fait une autre manip où on avait 100 capteurs. Donc, vous voyez tous les points bleus sur plusieurs structures. Et puis, on avait aussi quelque chose qu'on a mis un peu plus loin. Et ce qu'on a eu comme signal, ça ressemblait à ça. En mettant 100 capteurs, on avait beaucoup plus de probabilité de récupérer le signal profond. J'ai oublié de dire que la tige qu'on met dans le sol, c'est quelque chose qui a l'épaisseur de mon doigt. Le capteur en surface, il va pomper l'air qui est dans le sol 1 fois par heure. Et donc, compte tenu de la perméabilité du sol, etc., et de la puissance de la pompe, on voit à peu près 8 cm autour de la pompe. Donc, vous avez en tête les films que je montrais tout à l'heure, s'il y a des bulles d'hydrogène qui sortent, évidemment, on n'est pas complètement dans l'eau, on est avec de l'air, de la diffusion, etc. Mais la probabilité de tomber pile sur une bulle, elle n'est pas énorme. Donc, on a besoin de mettre beaucoup de capteurs pour comprendre le signal. Et là, ce qu'on voit, le rouge et le violet, c'est le même, mais sur 2 échelles différentes. Donc, on voit ce signal 24 heures, et puis, de temps en temps, on a un pulse d'hydrogène qui arrive, et ensuite, ce signal de 24 heures s'est mis en place. Donc, depuis, on a mieux compris ce signal. En fait, c'est une respiration du sol. On a un pulse d'hydrogène qui arrive, une partie va s'échapper, une partie va diffuser dans le sol, dans la partie qui n'est pas gorgée d'eau du sol. Et ensuite, du fait des variations de pression atmosphérique, on va avoir un pompage barométrique de l'hydrogène dans le sol qui nous fait ce cycle de 24 heures, qui n'a rien à voir avec le signal profond, mais qui nous dit que ce n'est pas la peine de se lever tôt. Si on veut de l'hydrogène dans les champs, il faut y aller à midi. Si on y va à 8 heures du matin, en général, de fait, on trouve 0. Mais il ne faut pas se désespérer, il faut revenir. Et là, vous voyez un peu ce qu'ont donné tous ces capteurs, une journée, une autre journée, etc. Donc, voilà, ces flux d'hydrogène, ils sont complètement aléatoires, ils vont dépendre beaucoup de la pluviométrie, de ce qui se passe en profondeur, etc. Mais ça nous donne quand même une indication. Et quand on cumule tout ça, là, on voit la quantité d'hydrogène qui sort de cette structure qui fait à peu près 400 mètres de rayon. Et on a en gros 630 kg par jour qui sortent de cette structure et qui s'envolent aux petits oiseaux.
Et des structures comme ça, il y en a 3000 dans la zone. Donc on a quand même de grandes quantités qui sortent de là. On le voit aussi parfaitement sur les images en infrarouge. C'est un bassin dans lequel, à un certain moment, il y a eu de l'exploration dans la période, il y a 20 ans, où on cherchait ce qu'on appelle les tight gas. Donc c'est des réservoirs très peu poreux. Et de fait, dans les puits, ils n'avaient pas trouvé vraiment de méthane, mais dans un des puits, ils avaient trouvé 40% d'hydrogène. Là aussi, à l'époque, personne ne s'intéressait à ça. Maintenant, tout le monde attend que le Brésil veuille bien changer sa loi pour aller reprendre des permis là. Et ici, vous avez une compilation sur ce bassin, qui est un grand bassin. On est en Amérique du Sud, les choses sont grandes en général. Là, vous avez 100 km. Et vous avez en triangle les endroits où on a trouvé des puits qui ont déjà trouvé de l'hydrogène naturel. Ça, c'est les ronds. Et les triangles, c'est les endroits où on a mesuré nos structures qui émettent de l'hydrogène. Donc, on a des bassins archéens comme ça avec de l'hydrogène. Le fait qu'il y ait des anomalies de végétation et ces fairy circles, est-ce que c'est nécessaire ou non ? Et là, comme c'est un bassin qu'on a pu regarder à grande échelle, on a quand même, il faut que le sol ait certaines propriétés mécaniques pour qu'il se forme ces dépressions. Et dans d'autres types de sols, on ne va pas avoir de dépression, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hydrogène. Au niveau du Brésil, la loi n'est pas encore là, mais ils y travaillent. Et on espérait que pour la COP, là, qui va avoir lieu, comme vous le savez, à Belém dans quelques mois, il y aurait une annonce sur l'ouverture de l'exploration de l'hydrogène. C'est un pays, le Brésil, c'est un grand pays pétrolier évidemment, mais le pétrole ne s'explore qu'en mer. On n'a plus vraiment le droit de faire des forages à terre, donc il faut que les choses soient bien séparées entre l'hydrogène et le pétrole. Et puis ils ont là aussi le côté minier, le côté pétrolier. Au début, les pétroliers, ils ont dit, enfin, l'agence qui s'occupe du pétrole a dit qu'elle n'avait pas grand-chose à faire de l'hydrogène, que c'était aux miniers de s'en occuper. Et puis, une fois que c'est devenu plus à la mode, elle a voulu reprendre le lead. Enfin, bon, voilà. Ce n'est pas le seul bassin du Brésil où il y a de l'hydrogène. Actuellement, proche de Rio, il y a des grosses émanations d'hydrogène qui ont été vues à Marica. Marica, c'est une mairie pas loin d'hydrogène, c'est une mairie de gauche avec que des transports en commun gratuits et ils ont beaucoup d'argent parce que les puits pétroliers sont en mer juste en face d'eux et donc ils récupèrent une partie de la manne. Et ils ont très envie d'avoir les premiers bus à hydrogène du pays et donc avec de l'hydrogène naturel. Donc il se passe des choses là-bas et il y a même... La dernière fois que Macron était allé au Brésil, ils ont signé avec Lula pour une fabrication de bus à hydrogène là-bas. Mais bon, voilà. Tout est lent en Amérique du Sud, mais il y a des espoirs. Alors, je vous ai déjà plusieurs fois employé le mot bif, archéen, néoprotérozoïque. Là, vous avez en gris foncé les anciens cratons, riches en fer, archéens ou néoprotérozoïques. Et vous avez en rouge les bifs archéens et en orange les bifs néoprotérozoïques. Donc encore une fois, ça peut se faire. C'est des roches sédimentaires très riches en fer et elles n'ont pu se poser que s'il n'y avait pas d'oxygène dans l'eau. Donc quand on transforme la Terre en snowballers, on isole, même s'il y a de l'oxygène dans l'air, on l'isole de l'océan, et l'océan est pauvre en oxygène, et dans ces cas-là, on peut concentrer le fer. Donc là, vous avez l'âge, on parle en milliards d'années, vous avez à peu près toutes les grandes mines de fer de la planète, avec le minage RS qu'on a vu. Il y a des choses en Ukraine, il y a des choses au Canada, il y a des choses en Australie, Ouest Australie, tout ça. Bon. Et puis le néoprotérozoïque, donc c'est ce qu'on a vu en Namibie, mais il y en a aussi dans d'autres régions. Sur l'Australie, on a beaucoup de mines de fer et on a aussi beaucoup de ces anomalies de végétation. Pendant le Covid, avec mes équipes, là, on s'ennuyait, donc on en a carté pas mal. Et puis on avait sorti
cette carte de l'Australie. Et c'est un peu ça qui a lancé l'exploration en Australie, de faire le lien. Ici, vous avez une mine de fer qui est proche de Perth. En Australie, c'est un pays fédéral, hein, donc vous avez l'Australie du Sud qui a immédiatement changé son droit minier, et les compagnies ont pris des permis. Tout à l'heure, je vous ai montré le permis de York, et puis il y en a aussi sur Kangaroo Island. À l'ouest du pays, la loi sur l'hydrogène n'est pas encore complètement sortie, mais comme c'est une zone pétrolière, les pétroliers, ils ont commencé à regarder s'ils avaient de l'hydrogène dans leurs champs. Et puis, vous avez aussi tous les points rouges, et les croix blanches, c'est les mines de fer. Donc, on attend beaucoup de choses de l'Ouest. Chaque pays a ses difficultés. Comme vous le savez, en Australie, il y avait du monde avant les Anglais. Et donc, le droit d'exploiter le sol, dans les zones où il n'y avait pas de nation native, il est relativement simple. Dans les autres, il faut trouver un agrément avec les aborigènes, et donc ça prend plus de temps. Un bif, ça ressemble à ça. Donc vous voyez la dimension, et vous voyez toutes ces passés vraiment très très riches en fer. Là, vous avez une analyse, ce qu'on appelle Moss-Bauer, qui nous dit le type de minéraux qui vont contenir le fer. Donc l'hématite, là, c'est plutôt du fer 3+, de la biotite, la ferrihydrite, la magnétite. Donc il y a à la fois du 2 et du 3, des silicates de fer, etc., et le fer total. Et vous voyez qu'on peut avoir jusqu'à presque 60% de fer total. Donc c'est une excellente roche pour générer de l'hydrogène. Et là, vous voyez donc cette carte que je vous ai déjà montrée. Là, vous voyez une mine de fer en Afrique du Sud, avec toutes ces marques d'échappement de gaz autour. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai parlé de ça à des miniers en Australie, et ils ont retourné l'affaire en me disant « Ah, mais c'est génial, donc s'il y a de l'hydrogène, ça veut dire qu'il reste du fer de plus. Nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, dès que vous avez de l'hydrogène, on n'ouvrira pas la mine. » Et puis, mais voilà, donc le lien entre les mines de fer et l'hydrogène, il est clair. Ensuite, il faut trouver où est-ce qu'il peut s'accumuler encore une fois. Les pays où ça peut se produire, hein, et où ça se produit, Australie, Brésil, Afrique du Sud, Namibie, Mali, et évidemment les États-Unis aussi. Si on remet ça sur une carte, vous avez en vert là, des pays où les gens cherchent plutôt sur des ophiolites, et en orange, les pays où les gens regardent plutôt sur ces roches sédimentaires riches en fer. Ensuite, je vous ai parlé de la radiolyse. Donc, la radioactivité naturelle des roches va casser les molécules d'eau. Et ça, voilà, on a les mines d'uranium, elles sont connues, mais vous avez aussi les granites qui peuvent faire ça. Vous avez un peu toute la croûte inférieure qui est avec de la radioactivité. On a un phénomène qui est assez lent. Mais si on peut accumuler, ça peut faire des grandes quantités. Et quand on regarde, vu le volume de roches radioactives sur Terre, en particulier toute la croûte inférieure, on a un flux d'hydrogène dû à la radioactivité qui est très grand. Là, par exemple, c'est un cas de nouveau en Australie. On est au centre de l'Australie, un bassin qui s'appelle Amadeus. Vous voyez encore ce truc qui m'a l'air tout mou. Donc, c'est du sel. En dessous du sel, les gens ont foré et ils ont trouvé un mélange de gaz avec du méthane, de l'hélium à presque 10% et de l'hydrogène à 11%. Donc, pour faire de l'hélium, il faut soit le manteau, soit des roches radioactives. En fonction de l'isotopie, on sait que c'est plutôt crustal. Pour faire de l'hydrogène, ça peut être soit la maturation tardive des roches-mères, je vais y venir, soit là aussi la radiolyse. Et voilà, c'est des choses qui existent. Ça ne veut pas dire que tous ces gaz ont la même origine. Et les gens cherchent aussi à produire ça. Donc on en parlait hier, dans ces cas-là, il faut séparer les gaz. Il y a en Europe 45-8 qui cherche aussi de l'hélium. Aux États-Unis, il y a Montagne Déserte qui a trouvé
une zone où ils ont pas mal d'azote. Ils ont de la chance, il y en a, c'est du CO2, mais eux, ils ont de l'azote. Et puis de l'hydrogène et de l'hélium qui sont autour de 3-4%. Évidemment, l'hélium coûte beaucoup plus cher que l'hydrogène. Donc, au niveau de la commercialisation, c'est ça qui est le plus important. Et la dernière roche-mère, donc, c'est la maturation tardive des roches-mères. Vous savez tous que le gaz de ville, c'était ce qu'on a fabriqué pendant 150 ans pour éclairer nos villes et puis pour les chauffer. Donc, on chauffait du gaz et ça faisait un gaz de synthèse qui, pour 50%, était de l'hydrogène. Donc ça a été distribué partout pendant très très longtemps. Et ça continue à l'être dans certains pays. Donc quand on dit aux gaziers qu'ils ne savent pas transporter de l'hydrogène, ça les fait sourire. Mais le problème de ce gaz, c'était le CO, puisque c'est un gaz mortel. Donc dès qu'on a trouvé d'autres gaz, on a un peu arrêté de faire ça. Mais ça n'empêche que ça continue. À Hong Kong, vous avez du gaz de ville de ce type-là. À Singapour, vous en avez aussi. En France, on a aussi des charbons. Ici, vous avez des déchets des mines. Pas très loin d'ici, on est à Alès et vous voyez ce gaz qui sort. Alors, tout le monde pense tout de suite méthane quand on pense aux déchets, aux mines de charbon, etc. Mais en fait, on a immédiatement saturé tous nos détecteurs à hydrogène. La maturation des roches-mères, c'est connu, ça suit la loi d'Arrhenius, et c'est une bonne chose pour nous, parce que ce que la nature fait en quelques millions d'années, ou dizaines de millions d'années, nous, on peut le faire en laboratoire, dans un pyrolyseur, en 20 minutes, par exemple, là, en chauffant beaucoup plus. Donc, on a travaillé là-dessus avec Vinci Technologies, qui vend le pyrolyseur, le Rockeval qui avait été mis au point par l'IFP. On a développé un nouvel appareil qui s'appelle l'hydrogène Eval. On a rajouté un capteur à hydrogène autour de cet appareil. Et donc, on chauffe, par exemple, là, on avait chauffé des charbons et on a vu quelle quantité d'hydrogène était capable de sortir du charbon. Et donc là, vous voyez, là, c'est en temps, mais ici, c'est la montée en température, le rouge. C'est illisible, excusez-moi, mais on sort d'abord le méthane et puis ensuite on sort l'hydrogène. Ça, c'était au début, le capteur d'hydrogène, il n'était pas parfait, il marchait par palier. Depuis, on a amélioré et avec l'IFP, on est en train de sortir un GIP sur la question. Et là, on a chauffé de la matière organique, donc elle a fait naturellement de l'hydrogène. Mais je vous ai dit avant, c'était la réduction de l'eau qui faisait de l'hydrogène. Et donc, on a aussi adapté ce pyrolyseur pour, au lieu d'envoyer du gaz sec, chaud, c'est de l'azote qu'on envoie, on envoie du gaz humide. Et là, nous-mêmes, on oxyde la roche et on calcule maintenant un potentiel des roches en hydrogène. Alors, au niveau de est-ce que c'est bien une réaction d'ordre 1, est-ce que les paramètres cinétiques, etc. Il reste du travail à faire. Il reste aussi du travail sur le type d'eau qu'on va envoyer, quel pH, salé, pas salé, etc. Donc, c'est pour ça qu'on lance un GIP. Mais on se fait fort d'être capable de calculer le potentiel d'une roche. Donc là, encore une fois, c'est pour des charbons, donc c'était avec du gaz sec. Mais on voit la quantité d'H2 qu'on peut générer par kilo de roche en fonction du TOC. En l'occurrence, ça paraît linéaire en fonction du TOC. Mais on a eu la même évolution sur les roches-mères il y a quelques années. C'est sympathique de mettre de la poudre dans des capsules en or et d'attendre des mois, mais les industriels, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent une réponse rapide pour aussi, et puis qui ne coûte pas des millions, pour savoir la variabilité de leurs roches génératrices et quelle quantité ils peuvent produire. Voilà, donc ça, pour l'instant, c'était les roches génératrices. Une fois qu'on a généré de l'hydrogène, ce serait bien qu'il s'accumule. Alors, il faut qu'il bouge dans le sol. Donc, il y a beaucoup de schémas qui sortent dans des revues, même très sérieuses, où on voit l'hydrogène qui monte tout droit. C'est un gaz libre, c'est un gaz léger et il s'imagine qu'il va monter verticalement. En fait, l'hydrogène, il n'est pas soluble dans l'eau à température et pression ambiante.
mais il est très soluble dans l'eau quand on augmente en particulier la pression. Ici, vous avez la constante d'Henry en fonction de la température, en Kelvin, pour faire sérieux, et donc on a un maximum de la constante d'Henry, donc un minimum de la solubilité autour de 53 degrés. Mais on voit que quand la température augmente, la solubilité augmente, et dans la nature, il y a surtout la pression qui va augmenter. Ici, vous avez une comparaison de la solubilité de l'hydrogène avec un gradient de température classique qui est 30 degrés par kilomètre et une pression hydrostatique, donc le poids de l'eau. Vous voyez pour le méthane et vous voyez pour l'hydrogène. Vous voyez, là, on est déjà à 20%, donc la solubilité de l'hydrogène dans l'eau à grande profondeur, elle est importante. Donc, comme on a besoin de l'eau, dans la plupart des cas, pour générer de l'hydrogène, il y a quand même de grandes chances qu'au début, l'hydrogène il soit dissous dans l'eau. Et ensuite, donc, il va suivre les aquifères, il va suivre l'eau, il ne va pas monter verticalement. Ici, vous avez l'effet du sel, vous avez un effet sold out. Plus l'eau est salée, moins on va pouvoir mettre de l'hydrogène dedans. Là, vous avez des premiers calculs qu'on a faits. Là, c'est des travaux que je l'ai fait avec Schlumberger, pour voir, une fois qu'on avait de l'hydrogène dans un bassin. Donc là, on ne s'occupe pas de la génération, on s'occupe du transport d'hydrogène. Donc au milieu du bassin, là, bon, vous pouvez penser que ce bassin ressemble au bassin de Paris. Donc en effet, il fallait bien utiliser une géométrie. On a pris la géométrie du bassin de Paris. Et là, vous avez une comparaison de qu'est-ce qui se passe pour l'hydrogène si on ne tient compte que de la diffusion dans l'eau, puisqu'il y a de l'eau partout dans le sous-sol, soit diffusion plus advection, c'est-à-dire que l'hydrogène il est dissous dans l'eau et il vit sa vie avec l'eau, et aussi qu'est-ce qu'il fait s'il est en gaz libre, c'est-à-dire qu'il dépasse la solubilité et il part en une phase gaz libre, et dans ces cas-là, il suit la loi de Darcy, éventuellement à l'opposé des aquifères. Ici, dans le bassin de Paris, il pleut plutôt de ce côté-là, mais surtout on a des reliefs là, et donc les aquifères, ils vont d'est en ouest. Et dans ces cas-là, l'eau, elle part dans la même direction. La diffusion, ça va dans toutes les directions, mais comme on a une exagération verticale énorme sur ces dessins, vous ne voyez pas que ça va sur le côté parce qu'on a un facteur 30. Et puis la diffusion, finalement, même si tout le monde pense que l'hydrogène est très diffusif, c'est lent sur des distances géologiques et des temps géologiques. Là, en 1 million d'années, on a fait 1 kilomètre. C'est pas terrible, quoi. Par contre, en advection, il va beaucoup plus vite, et en gaz libre, il va aussi beaucoup plus vite. Donc vous voyez là, en gaz libre, il va remonter, là on a une faille, donc il va remonter le long de la faille, et puis il va suivre ce qu'on appelle des carrières baies, donc les zones les plus... Et puis quand il arrive proche de la surface, il a tendance, même si il a été, si on se met de ce côté-là, même s'il est à un moment dissous dans l'eau, il va dégazer parce que la solubilité proche de la surface diminue. Donc ça nous explique aussi pourquoi on trouve tellement d'hydrogène dans les champs. C'est que l'hydrogène, il arrive dans les aquifères, et puis les aquifères, quand ils s'approchent de la surface, ils perdent en solubilité de l'hydrogène, et l'hydrogène, il ressort. Là, vous voyez qu'est-ce qui se passe progressivement. L'hydrogène, il monte dans la faille, il monte aussi sur le côté en suivant les aquifères, mais là, c'est ce que fait le gaz libre, et il monte à l'opposé de ce que fait l'eau, donc c'est assez contre-intuitif. L'eau, elle descend, et le gaz libre, il monte. Et voilà. Et puis ça va vers l'est du bassin parisien de façon beaucoup plus rapide que ça va vers l'ouest. Bon, ça, c'est fait avec Petromod, c'est le soft de Schlumberger, mais vous pouvez faire ça avec Themis aussi. C'est encore des prototypes, tout n'est pas parfait. Par exemple, en général, ce n'est pas de l'hydrogène pur. Ici, on a de l'eau et de l'hydrogène pur. Si vous rajoutez du méthane, du CO2, de l'azote, ça va changer les solubilités, etc. Ça va être de plus en plus compliqué, mais on a les outils pour le faire. Si maintenant je dézoome un peu, qu'est-ce qui se passe au niveau business ? Donc pour les gens qui aiment penser en termes de TRL, je ne suis pas sûre que ce soit adapté à la recherche des ressources, mais on a des prototypes, on a un prototype de production, et puis partout ailleurs, on cherche. Au niveau des pays, on a des pays où la loi est claire, la France, bizarrement, l'Australie du Sud, l'Australie du Nord, j'en ai pas parlé, les États-Unis, enfin certaines parties des États-Unis. Il y a des endroits où la loi est imprécise, mais on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut demander un permis, on peut aussi prétendre qu'on cherche
du méthane et puis dire « Ah, excusez-moi, j'ai trouvé de l'hydrogène ». Enfin, ça peut se faire aussi. Et puis, il y a des endroits où c'est plus ou moins interdit encore. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est actif actuellement. Vous avez en bleu foncé là où il y a vraiment de l'exploration au sens industriel du terme, et puis en bleu plus foncé, en Chine, en Inde, en Kazakhstan et tout ça, il commence à y avoir beaucoup de papiers là-dessus. Au niveau du prix de cet hydrogène naturel. Je vous ai dit que c'était 50 centimes. On a évidemment le coût du forage qui rentre en partie dans l'équation, mais aussi ce qui rentre beaucoup, ça va être le flux qui va sortir de chaque puits. Actuellement, évidemment, on ne peut pas connaître le flux avant d'avoir foré, et les financiers ils veulent savoir le résultat avant de forer, mais enfin, on essaye de leur expliquer. Et là, c'est une analyse de sensibilité. Donc évidemment, la concentration de l'hydrogène dans le puits est là une grosse importance. Si vous trouvez moitié du méthane, moitié de l'hydrogène, ce n'est pas la même chose que de trouver 80% d'hydrogène, voire 98% comme au niveau du Mali. Et puis, un forage aux États-Unis, ça coûte beaucoup moins cher qu'en Europe. Donc, vous avez une échelle qui est variable. Mais vous voyez que les puits, ça reste quand même des choses. Là, la moyenne, elle est à moins d'$1 le kilo. Donc, on peut se lancer quand même. Donc, l'écosystème se met en place actuellement. Il y a des congrès 100% hydrogène. Toutes les grandes associations s'y sont mis un peu. Vous avez aussi une association qui est en train de se créer, qui est l'association des géologues de l'hydrogène. L'AIE a rajouté l'hydrogène naturel dans ses sujets. On est un certain nombre à travailler dedans. Bon, moi, je m'occupe de la partie internationale. Et on va sortir notre premier rapport là, avant la fin de l'année. Et donc, ça fait partie de la task force, de trucs hydrogène. Et on a une task 49 qui est sur l'hydrogène naturel. Au niveau de la France, de l'Europe, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle EarthH2 et qui est reliée au pôle Avenia. Donc, c'est hydrogène dans le sous-sol. Donc, ce n'est pas seulement l'exploration. Vous avez aussi les gens qui regardent pour le stockage. Vous voyez Terrega, par exemple, Géostock. Ce n'est pas des gens qui explorent pour l'hydrogène naturel, mais l'hydrogène dans le sous-sol, il y a plein de choses à faire en commun. La semaine dernière est enfin sorti un rapport que nous avons tous fait pour la DGEC. Et vous pouvez le trouver sur Internet, sinon vous pouvez me le demander. Et ça vous réexplique tout ça de façon un peu plus longue. Et voilà, on espère que la DGEC va s'en servir pour essayer d'accélérer un peu les choses, parce qu'actuellement, quand vous demandez un permis, vous mettez 2 ans à l'avoir. Donc, c'est pas... Aux États-Unis, dans certaines régions, c'est de gré à gré avec le propriétaire du champ, donc ça peut être fait en 1 semaine. Voilà, donc en conclusion, vous avez des pays où on produit déjà, le Mali, des pays où on peut prendre des permis d'exploration, ils sont en orange, et des pays où on accumule les données et où on attend la loi. Je ne vous ai pas parlé des Philippines, mais c'est le premier pays qui a fait un bid-round compétitif. Après, ma carte n'est pas à jour. L'Inde, le Kazakhstan et tout ça devrait être en vert. Il y a pas mal de compagnies qui se créent. Évidemment, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup en Australie. En France, on n'est pas trop mal placé quand même. Et voilà. Je vais commencer par la première question. Dans certains gaz, l'hydrogène, on ne l'envoie pas en infrarouge, mais l'hydrogène dans l'atmosphère, il sort et il va dans l'espace, si j'ai bonne mémoire. J'imagine, parce qu'il n'y en a toujours que 0,5 ppm dans l'atmosphère depuis la nuit des temps. Donc... Est-ce qu'il serait envisageable de mettre des détecteurs d'hydrogène dans les satellites pour trouver des points chauds, des choses comme ça? Est-ce que ça se fait, l'exploration satellitaire ou... Alors moi, je suis très jalouse, parce que dans d'autres planètes que la nôtre, ils voient même des jets d'hydrogène dans l'espace, mais ailleurs, pas quand il y a de l'atmosphère, quoi. Chez nous, on ne voit rien, et nos détecteurs d'hydrogène, même s'ils sont très sensibles, il faut vraiment aller dans le sol. Quand
même à quelques centimètres du sol, les ppm, ça disparaît immédiatement, quoi. D'accord, donc il faudra des lecteurs OPPT. Oui, bon, après, Je te donne. Ouais, c'est juste pour dire qu'en fait, ils ont installé des détecteurs sur la Lune, dans les raies de Lyman, et on voit les fuites d'hydrogène terrestre qui sont extrêmement faibles. Donc si, c'est mesuré, en fait. Ça a été mesuré, en tout cas. L'hydrogène s'oxyde avant de sortir et il n'y a pas de fuite atmosphérique de l'hydrogène ou quasiment pas. Par contre, il y a une fuite atmosphérique de l'hélium, ça c'est sûr. Mais l'hydrogène, l'atmosphère est réactive et elle consomme l'hydrogène qui est émis aussi bien par l'activité humaine, parce qu'il y a des fuites d'hydrogène de l'activité humaine, ou des pertes d'hydrogène, que l'hydrogène naturel. Tout ça est oxydé dans l'atmosphère. Et aussi les réactions photochimiques de l'atmosphère produisent énormément d'hydrogène. C'est-à-dire que tous les hydrocarbures brûlés qui sont émis dans l'atmosphère, quand ils sont oxydés dans l'atmosphère, ils passent par H2 avant d'aller vers l'eau. Donc en fait, la plus grosse source d'hydrogène globalement dans l'atmosphère, c'est plutôt l'activité humaine, les feux de forêt et finalement tout ce qui provient des hydrocarbures brûlés. Vous avez parlé d'injecter de l'eau, que c'était déraisonnable comme pour beaucoup d'autres raisons. Mais aussi bien en radiolyse qu'en catalyse de surface, je me demandais si, au moment où vous avez parlé d'atmosphère humide, l'atmosphère humide, c'est l'atmosphère qui contient de la vapeur d'eau ou c'est de l'atmosphère qui contient des aérosols? Ces aérosols, c'est une façon très efficace de mettre en contact une faible quantité d'eau avec une surface ou avec un rayonnement. oui, dans l'hydrogène éval, on fait passer l'azote, on le fait passer à travers de l'eau pour qu'il soit humide et qu'il fasse réagir. Mais bon, ce qu'on fait dans un pyrolyseur, on le fait, par exemple, si vous prenez de la sidérite, vous allez la décomposer vers 500-600 degrés, générer pas mal d'hydrogène, etc. On a encore pas mal de travail pour savoir comment la cinétique qu'on va calculer à haute température, on va pouvoir l'appliquer dans des conditions normales. Ça, c'est dans l'eau, alors? Là, on envoie un gaz humide, mais c'est ça. Le gaz humide, est-ce que c'est de la vapeur ou des aérosols? C'est en laboratoire. C'est en laboratoire. Oui. Ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans la nature. La première chose, c'est, tu as dit FeO, c'est un oxyde ou une roche habituelle, mais FeO, c'est un oxyde qui n'est pas stable et qui n'existe pas beaucoup parce qu'il s'oxyde très facilement. Alors, sous terre, il peut aussi se dismuter, peut-être. Il y a beaucoup de FeO, de gisements de FeO sous terre. Alors, moi, je ne suis pas à 100% pétro. Bon, là, dans l'équation, c'était un truc générique pour dire oxyde de fer. On a en effet, par exemple, entre la magnétite et la magamite, il y a des choses qui sont instables et que donc on n'avait pas vu ou pas cherché. Et on se rend compte qu'elles ont vraiment un rôle dans nos processus naturels. Et il y a aussi ensuite les carbonates de fer, donc c'est Milesi qui avait étudié ça, qui s'oxydent beaucoup plus vite. Enfin, la sidérite, typiquement, elle va s'oxyder, donc c'est un carbonate de fer, et elle va s'oxyder à beaucoup plus basse température que ne le fait l'olivine, et donc elle a la capacité de générer de l'hydrogène dans la nature à 150 degrés et pas du tout à 300. Et l'autre question, c'est à propos d'Oman, là où on Oui. veut injecter de l'eau, c'est de l'eau de mer qu'on va injecter. Parce que si c'est de l'eau douce, c'est vraiment... Je ne suis pas responsable, je donne l'information. Non, mais c'est pas une accusation. L'analyse qui a été faite là, c'était avec, je crois que c'était carrément l'eau des égouts. Et donc, il y a des gens qui se posent des questions sur quelle était la chimie réelle de cette eau par rapport à ce qu'on a trouvé, s'il y avait des engrais dedans, est-ce qu'il y avait du NH3, etc. Donc, ce n'est pas complètement conclusif. Au niveau de ce qui a été fait en laboratoire, par exemple à Grenoble, il y a une start-up qui s'appelle iMag ou Magaï, qui prend les déchets des laitiers et qui les met dans une étuve. Alors au début, ils pensaient faire de l'hydrogène et de la nanomagnétite, mais en fait,
L'hydrogène, ça leur perturbe le système plus qu'autre chose par rapport à la valeur marchande de ce qu'ils produisent à l'arrivée. Et eux, ils regardent à rajouter des catalyseurs. Un catalyseur pour baisser la température de la réaction, c'est l'aluminium. C'est clair qu'avec l'aluminium ou avec le nickel, on a des réactions à plus basse température et qui produisent beaucoup d'hydrogène. Merci Isabelle pour cette vue d'ensemble. Alors c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur l'hydrogène naturel depuis le temps qu'on regarde ça. Donc il y a la pureté, tu en as parlé, hein. Et le Mali, c'est un peu une exception, avec 98% de pureté. Et c'est surtout la quantité d'hydrogène. Voilà, c'est un peu la question, parce que le Mali, 1400 normomètres cubes par jour, même si on multiplie par 20 puits, ça reste des quantités relativement faibles. Et ma question était sur un article qui est paru récemment, je voulais ton avis, où il disait que par la maturation tardive que tu as décrite à la fin, il y aurait en Chine et en Australie des réserves très importantes d'hydrogène. Donc voilà, je voudrais avoir ton avis un peu sur cette différence, que l'origine de l'hydrogène est différente. Est-ce que finalement la maturation tardive ne permettrait pas d'avoir des productions d'hydrogène plus grandes que la serpentinisation, par exemple? Là, on voit les valeurs, hein. Si vous prenez des charbons, la quantité d'hydrogène qui est capable de générer quelque chose qui a 80% de matière organique à 250 degrés, elle est énorme. Elle est bien supérieure, en effet, ce qu'on peut avoir avec, je ne sais plus si je l'ai remis là, mais non, mais ce qu'on peut avoir avec des olivines, etc. Après, le problème de l'hydrogène qui est généré dans des bassins sédimentaires riches en pétrole, c'est-à-dire que en fait, de l'hydrogène, quand on commence la maturation, on fait de l'hydrogène très rapidement en température. Mais l'hydrogène qu'on génère au début, il va se recombiner avec les hydrocarbures liquides en particulier pour faire d'autres chaînes hydrocarbonées. Et la probabilité pour qu'on le retrouve en gaz libre, elle est assez faible. Donc il vaut mieux se retrouver en fin de parcours de la maturation et que les hydrocarbures liquides sont déjà partis. Et là, l'hydrogène, il a beaucoup plus de chances de rester en gaz libre. Après, au niveau des ressources, donc l'USGS a fait un travail de synthèse des ressources en regardant surtout avec la radiolyse et avec la maturation, tout ce qui est oxydoréduction. Et alors, ils ont sorti des chiffres avec un P50, P10, P90 hein, dans le jargon des ressources, donc le probabilité. Voilà, les gens ne comprennent pas forcément cette nomenclature. Mais même en prenant le P50 en prenant genre 5% pour le passage de ressources à réserve, ils arrivent avec plus de 200 ans de réserve d'hydrogène. Donc le fait que la Terre est générée et génère toujours énormément d'hydrogène, il n'y a plus de question. C'était encore écrit dans Wikipédia il y a 5 ans que l'hydrogène libre n'existait pas sur Terre, hein. Et là, maintenant, on sait que la Terre en génère beaucoup. Alors, en effet, les charbons sont bien plus efficaces que la dunite pour faire de l'hydrogène. Après, voilà, si l'hydrogène il arrive dans un réservoir qui est plein de pétrole, on ne va pas le retrouver en hydrogène libre. Mais ça change la donne. Mais la question, vraiment, maintenant, c'est trouver des réserves productibles. Et pour ça, en effet, il faut forer. Je pense que, bon là, j'ai montré ces calculs, mais on voit si on avance un peu là. Je pense que les gens s'étaient beaucoup concentrés sur l'hydrogène dissous, et on voit que, et puis aussi l'hydrogène dans les fractures, parce que comme il est souvent généré dans des roches qui sont très peu poreuses, tight, nous on dit, on a une concentration de l'hydrogène dans les fractures qui ne fait pas beaucoup de volume. Mais à partir du moment où on a du gaz libre, là vous voyez une accumulation qui s'est formée, puis à un moment ça va percer, et on a l'hydrogène qui passe en dessous dans
l'aquifère qui va recharger en permanence cette structure. Et en fait, c'est ce qu'on observe au Mali. Hein. On a un aquifère en dessous, et quand ils vont forer dans l'aquifère, ils trouvent du gaz dissous, et quand ils sont en surface, ils n'ont que du gaz sec. Donc il est possible qu'on retrouve des choses comme ça, avec des aquifères qui dégazent en permanence et qui re-remplissent des structures. Est-ce qu'on va trouver des champs avec 30 TCF d'hydrogène? J'en sais rien. Est-ce qu'on va trouver des endroits où on pourra faire, comme dans des champs géothermaux, une production pour 50 ans en adaptant la production au remplissage? Peut-être. Hein. On est encore vraiment au début de l'histoire sur comment vont réagir les réservoirs. Il y a des opérateurs qui cherchent des gaz libres. Il y a des opérateurs qui cherchent des gaz dissous. Bon, il y a toute cette discussion avec la Lorraine. En Lorraine, ils ont trouvé des gaz dissous dans un aquifère, enfin dans de l'eau. Ils testaient des membranes qui séparaient les gaz dissous en conditions de fond. Ils ont trouvé 14% d'hydrogène. Mais la solubilité de l'hydrogène à 1 km de profondeur, on parle en ppm quand même, quoi. Donc il faut vraiment que l'aquifère, il en amène beaucoup. C'est mieux si on peut avoir... bon, ça c'est en millions de tonnes parce que c'est le gaz libre, mais même à 3 km de profondeur, le maximum, il doit être à 1430 ppm. Hein. C'est pas terrible quand même. Vaut mieux du gaz libre, à mon avis. Deuxième question, les pionniers de l'hydrogène, c'est naturel, c'était vraiment les Russes. C'était Larine et toutes les équipes. On a vu aussi y a des cratons en Russie, des cercles de sorcières par endroits. Qu'en est-il actuellement des recherches qui peuvent se faire en Russie ou en Ukraine sur la production d'hydrogène naturel dans ces zones? Alors, donc avec Larine, il y avait un jeune chercheur qui s'appelait Slavas Gonik, qui est aussi passé par la France, qui a signé la plupart des premiers papiers. Donc, ce qui s'est passé en Russie, pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, donc Larine, il a trouvé de l'hydrogène dans des rondes sorcières au sud de Moscou. Il disait mes collègues ne veulent pas me croire qu'il y a de l'hydrogène dans les champs. Et puis, ils avaient des capteurs russes, enfin, presque URSS à l'époque. Ils sont venus à l'IFP et ils ont demandé à l'IFP est-ce que vous pouvez venir avec vos propres capteurs pour convaincre mes collègues. Et donc, des gens comme Éric Deville, Alain Prinzhofer, ils sont allés et ils ont trouvé, en effet, de l'hydrogène dans le sol, de ces dépressions semi-circulaires, et tout a démarré un peu là-dessus. Slavas Gonik devait être PhD à l'époque, etc. Ensuite, il a créé sa boîte aux États-Unis. Il a fait le premier puits hydrogène avant le Covid. Bon, après, il y a eu le Covid. Et puis, Slava est ukrainien. Il a beaucoup travaillé en Russie. Et il fort aux États-Unis avec de l'argent russe. Donc, voilà, c'est compliqué, sa vie en ce moment. Et donc, il a jeté l'éponge et il est rentré en France. Et il a créé une boîte qui est plutôt une boîte de service, où il met au point des systèmes pour aider les autres à trouver de l'hydrogène. La compagnie Aetera, qui est une compagnie australienne, a repris une partie de ses assets aux États-Unis. Et bon, toujours ces histoires de tests pour voir si on peut produire à long terme. Le fait qu'il y avait de l'hydrogène, je ne vous ai pas mis l'image, mais il y a eu des tests pendant quelques semaines et en caméra thermique, on voyait la flamme et en caméra non thermique, on ne voyait rien. Donc, c'était vraiment de l'hydrogène pur qui sortait aussi. À York Peninsula, ils sont dans les 80% d'hydrogène. Hein, donc, c'est quand même... maintenant, tout ce que les gens veulent, c'est un flux. Ce n'est pas tout, un pourcentage, c'est un flux. Et puis, sur l'Ukraine, il y a eu des missions en Ukraine. Bon, c'est évident qu'il y a les roches qui vont bien en Ukraine. C'est évident qu'il y a des rondes sorcières. Il y a eu des missions, même je pense que 45-8 y est allé, Pierre Levin qui a créé VEMA y est allé. Voilà, il y a quelques publications, on ne sait pas grand-chose. La Russie, il y a 6-7 ans, avait fait une annonce qui était dans la direction « Dormez, braves gens ». Dans quelques années, Nord Stream sera rempli d'hydrogène et c'est Bloomberg qui avait sorti le communiqué de presse, mais ils pensaient plutôt le faire, à mon avis, avec la pyrolyse du méthane.
qu'en cherchant de l'hydrogène naturel. Les publications que je vois arriver en masse actuellement, c'est la Chine et l'Inde. Visiblement, ils font des évaluations de tous leurs pays, bon, beaucoup Amérique du Sud. Certains d'entre vous veulent voir le côté business de l'affaire. On a ce congrès HNAT là, en novembre à Paris. Et il y aura en effet des représentants de ces différents pays. Et puis, le Kazakhstan est en train de faire une évaluation générale. Et ce que j'ai noté, bon, j'en ai parlé à certains d'entre vous, il y a 3-4 ans, quand je commençais à aller à l'UPPA, tous mes contrats, parce qu'on a très peu d'argent public sur ces sujets encore, ça commence, ils venaient de start-up. Depuis 2 ans, c'est que des compagnies nationales. C'est les Petrobras, les Ecopetrol, Saudi Aramco, ADNOC, donc des gens qui savent qu'ils ont le domaine minier de leur pays à gérer pour les 100 ans qui viennent et qui veulent savoir s'ils ont ou non quelque chose. Par exemple, l'image que j'ai montrée à RAC, on avait un contrat avec la compagnie nationale, RAC Gaz, pour évaluer l'hydrogène dans le pays. Et eux, ils veulent faire un truc mixte, justement, carbonatation, production d'hydrogène. ADNOC aussi a fait une échelle. Bon, ADNOC, pour ceux qui ne savent pas, c'est 16% du pétrole mondial quand même en réserve. Et ils ont regardé s'ils avaient de l'hydrogène chez eux. Petrobras a fait un premier grand congrès hydrogène à Petrobras il y a 15 jours. Enfin, bon, voilà. C'est les compagnies nationales qui s'y mettent actuellement. Et les Russes, ce que fait Rosneft et tout ça, je ne sais pas. Et peut-être Slava qui lit le russe en sait plus. Et j'ai oublié de dire, une des évolutions au niveau business qu'on voit ces derniers temps, c'est les miniers. Puisqu'en effet, il y a quand même un lien entre les mines et l'hydrogène. Et les miniers, ils doivent se décarboner et ils ne savent pas très bien comment. Donc, s'ils peuvent générer un peu d'hydrogène à côté de leur mine au milieu du désert, ils ne sont pas contre. Merci Isabelle, super intéressant. Moi, je voulais revenir sur l'hélium, parce que finalement, bon, j'ai réalisé qu'effectivement, il y avait peut-être un potentiel important, et tu dis 10% quand même d'hélium. C'est énorme. C'est énorme, oui. Donc je n'avais pas réalisé ça. Et donc ma question, c'est est-ce qu'il y a un réel enjeu, en fait, par rapport à l'extraction, la production d'hélium à partir de gaz naturel, Est-ce qu'il est plus pur? Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel au niveau du volume? Quels sont les réels verrous, finalement? Est-ce que c'est la séparation de l'hélium et de l'hydrogène? Ou est-ce que c'est économique? Alors je pense que du coup, Régis peut aussi réagir, mais est-ce que c'est un enjeu finalement? Certainement économique, parce que l'hélium n'a pas la même valeur que l'hydrogène. On en parlait hier avec Simon. Actuellement, il y a de plus en plus d'hydrogène, de méthane dans les bateaux, donc liquéfié, dont on a extrait l'hélium, et le prix de l'hélium ne monte pas. Depuis quelques années, il y a quelques années, l'hélium coûtait très cher et même les gens n'arrivaient pas à en acheter dans les labos, etc. Donc beaucoup de gens se sont mis à explorer. Là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'hélium dans le sous-sol qu'on imaginait. À York Peninsula, ils étaient partis sur l'hydrogène. Le deuxième puits, là, le réservoir le plus profond, ils ont un pourcentage d'hélium qui est important. Je ne me souviens plus du chiffre, mais on est entre 5 et 10, quoi. Et donc, ce qu'ils annoncent pour l'instant en plan de développement, ça va peut-être bouger parce qu'ils font un 3e puits dans les mois qui viennent, c'est on brûle, on fait de l'électricité avec ce qu'on brûle et il reste l'hélium. Donc, ils n'auront même pas besoin d'air liquide. Mais dans d'autres cas, on peut faire plus intelligent en fonction du pourcentage de l'un ou de l'autre. Ouais, non mais tu as raison. En fait, l'hélium, c'est un marché super cyclique. Et je pense qu'il sera difficile d'avoir un business model basé que sur l'hélium. L'hélium, c'est un sous-produit du méthane. Ton premier produit, c'est le méthane. Voilà. Et puis après, quand tu as 2-3% d'hélium, tu mets la techno pour avoir l'hélium. Alors là, peut-être qu'en valorisant l'hydrogène par son pouvoir calorifique, il peut y avoir un business model, mais basé que sur l'hélium, ça va être super difficile. Après, il y a le problème de business mondial ou business local. L'Europe importe tout son hélium. Et s'il peut y avoir une production d'hélium en Europe, c'est peut-être pas une mauvaise idée, indépendamment du prix, quoi. Non, mais le fameux Zeppelin. Après, il faut voir à quel prix on est, quoi. Parce que voilà, c'est, tu vois, bon. Non, l'indépendance énergétique
elle s'arrête au niveau de l'économie. L'hélium, Hein. c'est pas la dépendance énergétique. Quand même. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une production en Europe, ça peut... en tout cas, 45,8, ce qui commence à produire dans la Nièvre, ils ont tout de suite eu des gens pour l'acheter. Hein. La question, c'est est-ce que c'est stratégique? Et si c'est stratégique, de la même façon que dans les semi-conducteurs, on a tenu en intraveineuse ST microélectronique, sur l'hélium, peut-être que ça vaut la peine, effectivement, qu'on se pose la question. Et merci encore, Isabelle.